Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. Une vidéo amateur est apparue samedi 13 février 2021 sur la toile. Elle montre le nommé Jean-Faye Fungon, d'après le communiqué presse de la division de la communication du ministère de la Défense, interrogé, violenté et passé à tabac par des éléments des forces de défense et de sécurité, soit 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers, toujours d'après le communiqué du ministère de la Défense. Les concernés ont été mis aux arrêts à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou, sur instruction du ministre de la Défense Joseph Betty Assomon. Ces images d'une violence indescriptible ne sont pas loin de rappeler celle de Florence Ayafor, cette gardienne de prison de 46 ans, violée, torturée, ensuite décapitée le 30 septembre 2019 par de présumés séparatistes. Son supplice et son exécution seront filmés par ses bourreaux et diffusés sur les réseaux sociaux. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi une telle déshumanisation, madame, monsieur? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Charles Ndikam. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est avec un grand plaisir et malheureusement pour un sujet que nous souhaiterions ne plus avoir à traiter que nous sommes là ce soir et nous le ferons du mieux que nous pourrons. Voilà, Martin Zan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alonto. Bonsoir à toutes les populations camerounaises, particulièrement aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Kolmetet. Et bonsoir une fois de plus à monsieur Bertrand Tchofo. Bonsoir Aristide Monon. Bonsoir monsieur Serge Alain Otto, bonsoir à tous les co-discutants du soir, bonsoir à tout Douala ainsi qu'à tout Tokombéré, parce qu'il y a un événement assez important de ce côté et cela me permet comme ça de penser à ces populations que j'ai eu à côtoyer durant pratiquement 2 mois dans le Mayo Sava, dans le cadre de ma recherche pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans la coproduction de la riposte camerounaise. Lorsque je parle de la coproduction, c'est-à-dire que cette symbiose qu'on a observée dans la riposte, dans l'offensive, symbiose entre l'armée et les populations, l'État et la société. Donc aujourd'hui, je tiens à avoir une pensée pour toutes ces populations. Je rappelle que Kolofata, depuis lors, est dans le noir et pourtant on sait bel et bien que c'est un arrondissement qui est situé dans une position un peu stratégique et qui constitue, ou alors qui a toujours constitué une porte d'entrée des opérateurs du crime qui errent dans cette zone bassin lac tchadienne. L'action publique de lutte contre les menaces asymétriques, le cas du Cameroun face à Boko Haram. Effectivement, c'est le titre de la thèse, l'action publique de lutte contre les menaces asymétriques, le cas du Cameroun face à Boko Haram. Comme je le disais tout à l'heure, il était question de montrer comment est-ce que les actions se sont coordonnées entre l'État, la société, entre les populations et l'armée. Il faut dire que d'un côté, on a observé une symbiose parfaite et de l'autre côté, il y a eu des moments assez frustres, des moments chaotiques où on s'est retrouvé avec des populations qui étaient totalement révoltées contre l'État, révoltées contre les forces de défense. Il y a même eu dans un arrondissement, dans une localité, où il y a eu, la population a décidé, je parle là de Maga, la population avait décidé de brûler complètement une base de notre armée. Et j'ai voulu parler de ce sujet pour essayer d'apporter assez de réserves par rapport au discours triomphaliste autour de la notion de doctrine de défense populaire. Ça veut dire que ceux qui estiment que tout ce qui est fait au niveau de la coproduction, de la riposte relève d'une doctrine qui aurait été insérée dans la carte mentale de tous les Camerounais. Or là, on a beaucoup plus eu affaire aux démarches
démarches pratiquement opportunistes, conjoncturelles, qui ont été tout simplement recyclées par le discours scientifique ou le discours politique en termes de doctrine de défense populaire. Et au terme des travaux, mon objectif était tout simplement d'attirer l'attention des autorités, des pouvoirs publics sur la nécessité d'implémenter de manière effective la doctrine de défense populaire, parce qu'elle part déjà du fait que le Cameroun n'a pas assez de capacité pour résister à un bon nombre de situations conflictogènes, à certaines attaques. Il est également question de montrer que la sécurité ou la défense ne doit pas se limiter aux objectifs armés. Il faut aller au-delà. Je suis parti donc de la sectorisation de l'école de Copenhague qui parle de la sécurité militaire, la sécurité environnementale, la sécurité sociétale, la sécurité économique et la sécurité politique. Donc la sécurité d'un État ne se réduit pas simplement à la simple mobilisation des forces armées. Il faut aller au-delà et intégrer tous ces éléments qui constituent dans le package de la sécurité d'un État. Merci, Dr Aristide Mono. Barrister Kamaliman, you are welcome once again. Thank you, Mr. Sedge. PhD researcher, English law. Yeah, Mr. Sedge, I am really speechless this evening, and when I received your invitation to talk again about Anglophone crisis, and with the images I saw yesterday, believe me that I'm really dumbfounded and asking myself so many questions, amongst which I'm asking how do we find ourselves where we are today? How could we allow Cameroon to find itself in the mess that we find ourselves today, Alain? I'm here to contribute to see Cameroon a better Cameroon. Voilà, je commence par vous, Martin Zan. Oui. En juin 2019, le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assommo, était dans la région conflictogène nord-ouest et sud-ouest. Il avait interdit l'usage des téléphones Android aux soldats. Comment comprendre que ça revienne? Vous avez reçu ces images. Oui, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? Je trouve que c'est vrai que notre armée est professionnelle. C'est vrai que notre armée a toujours protégé la population. Mais nous ne comprenons pas d'où sort cette vidéo. Nous ne comprenons pas si ça a été filmé par un militaire ou alors quelqu'un de la sécurité camerounaise. Comment il a pu diffuser de telles images. Bon, en outre, je sais aussi que parfois... Pour vous, le problème, c'est quoi? C'est la diffusion ou bien le fait de filmer déjà? Bon, déjà, le fait de filmer n'est pas bon. On ne filme pas ce genre d'images. Il faut avoir des autorisations parce qu'il s'agit là de la sécurité de l'État. Il s'agit de la population qui est en relation avec des militaires, des forces de troisième catégorie qui interviennent, n'est-ce pas, pour les états de guerre, lorsqu'on est en guerre. Alors, nous sommes là dans une crise et non dans une guerre. Lorsqu'il y a des petites bavures, c'est vrai qu'il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas une grande bavure, c'est une petite bavure qui ne devrait déjà même pas exister au su et au vu de tous, et aussi qui ne devrait pas être filmée par un téléphone portable, Android bien sûr. Parce que là, ça permet, n'est-ce pas, ça déstabilise l'État. Ça fait lorsque nous avons déjà un État d'accalmie où le chef d'État vient de rassurer la jeunesse, où, n'est-ce pas, le ministre de la Défense donne des consignes, prend des actes administratifs pour recalibrer les forces de défense camerounaises et que l'on se retrouve encore avec des choses comme ça qui peuvent, n'est-ce pas, ternir l'image de notre armée et notre République. C'est vrai que nous comptons sur cette armée, elle est très professionnelle. Nous devons faire fi des petites bavures qui peuvent, n'est-ce pas, arriver, M. Serge Alain Autou. Ok. Charles Dikam, vous avez regardé cette vidéo, le citoyen camerounais que vous êtes. Oui, je vais regarder droit à la caméra pour m'adresser justement à nos compatriotes. J'espère que vous avez compris quelque chose de ce qu'a dit mon prédécesseur. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. J'ai retenu qu'il a parlé de petites bavures. Bon, il a déjà utilisé le mot bavure, je pense qu'il s'est déjà fait violence. Au contraire de lui, je m'intéresserai au fond. Doit-il y avoir ce type de comportement dans une armée qui se dit républicaine? Je rappelle aux uns et aux autres que le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités et que même en situation de conflit, il y a de l'ordre.
il y a des règles. Je voudrais dire une chose. Un État fort ne se comporte pas comme se sont comportés ces voyous. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux que nous avons vus à l'image sont des voyous. Je répète, ce sont des voyous qui doivent être traités comme tels. Il va être temps peut-être qu'on fasse plus grande publicité des procès qui leur sont intentés. Il va peut-être être temps que le public sache ce que deviennent tous ceux-là qui sont incriminés dans de tels actes. Ça a commencé il y a déjà quelques années, avec ces images du Nord dont je pense les uns et les autres se souviennent. Je voudrais, moi, que ce ne soit plus que des sentences qu'on relate par voie de presse, mais que ce soit des procès publics auxquels tous les Camerounais assistent, auxquels tous les Camerounais ont accès, de manière à ce que, peut-être, cela influe sur ces quelques-uns, parce que j'ose bien espérer qu'il ne s'agit que de brebis galeuses, mais ça devient quand même répétitif. C'est aussi symptomatique d'un État où les instructions restent lettres mortes. Je vous rappelle ici que dans ces différentes sorties, le chef de l'État instruit. Il instruit. Mais à nous, il ne nous rend jamais compte de ce que sont devenues ces instructions. On passe d'un plan à un autre. On ne nous dit pas le plan précédent, ce qu'il a donné. Et il en est de même, donc, de ce brave ministre de la Défense, que j'ai beaucoup apprécié lors de son passage à Yaoundé en tant que gouverneur, mais qui, bon... À Douala, pardon. En tant que gouverneur, l'homme est quelqu'un manifestement de bien, mais bon, comment dirais-je, il est dans un environnement qui est celui-là, d'un Cameroun où plus personne ne respecte rien. Et où les hautes instructions sont plus utilisées à des fins mercantiles très souvent qu'autre chose. La preuve, il a donné des instructions, mais comment se fait-il que des militaires dans une caserne ont des téléphones portables? Ils ne devraient pas en avoir. Même chez vous, on ne suit pas de l'ordre. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur Zang. Ça a bien commencé et que ça se termine pareil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce soit la première et la dernière fois. Je suis donc en train de dire, s'il vous plaît, monsieur, je vous demande de me laisser la parole. Quand vous l'aurez, vous la prendrez. Je disais donc que nous sommes là pour déplorer une fois de plus d'abord cette guerre. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un la qualifier d'autre chose, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une guerre entre compatriotes. Nous sommes encore aujourd'hui, en février 2021, en train d'en parler. Nous ne devrions plus en parler. Combien de nos Camerounais, de nos frères et sœurs devront tomber avant que ceux-là qui ont le devoir vis-à-vis de nous citoyens d'y apporter une fin trouvent et prennent les mesures idoines? Je pense que dans la suite du débat, nous verrons. Voilà, on dit que la guerre a ses règles, Barista. Et comme je l'ai dit, j'ai posé la question à Martin Zang. Comment comprendre que le ministre de la Défense ait donné des instructions fermes en juin 2019 par rapport aux appareils, que ça se retrouve encore? Comment comprendre ça? Well, Mr. Sech, I think it is a blessing from God that videos like même that, pas visage. On voit bien les visages. God wants to expose, because there's no reason why they will take a camera to film, a phone to film and send to the public. I think it is a will of God that this country should know exactly what some of the militaries are doing. Alain, as my co-panelist rightly said, Charles, ouais. Cameroon has signed and ratified international treaties, amongst which we have the international humanitarian law, which governs the actions when you're in armed conflict. And the aim of any hostility is not to kill, is not to torture. But we discover in Cameroon that the military, the Ambazonians, they don't respect the provisions of this law. We equally sign human rights law, and the government has the duty, has the obligation to see that human rights law are enforced in this country. And it is unheard of that group of military people will be found beating a civilian to extort whatever information they want to get from him. Look, it is high time this government sit up and really do something about it, because, Alain, once the military, they behave that way, it leads to a counter reaction. The Ambazonians too are going to do same. And who are the people suffering? It is a poor population. It is a poor population that suffers.
So we are calling on the Minister of Armed Forces, Defense, who we know as a good person, to put an end into this thing. And that people should stop using provocative languages as to underqualify, underestimate what has happened. You know, it is easy when you sit behind the microphone to talk. You can always say what you want, but think about this. You never know who will be next. It can happen to you. And if we don't stop the military, if the military cannot understand that acts like that should not be perpetrated, then we are living really in a jungle. And Cameroon should not be a jungle, Aden. Voilà. Cameroon shouldn't be a jungle. Voilà, docteur Aristide Monod, on parle quand même d'un code de discipline militaire, hein, du côté des forces de défense et de sécurité. Justement, le capitaine de vaisseau à Tonfak Nguemo Cyril, qui signe ce communiqué, parle d'intolérables agissements en rupture avec, d'une part, le respect des règles d'engagement et d'autre part, la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. Vous savez, nous sommes en train Qu'est-ce qui dérange? C'est le fait qu'on est filmé ou bien c'est le fait qu'on ait diffusé ces images? Qu'est-ce qui choque? Les deux à la fois. Je pense qu'il y a un code de discipline interne qui a été rappelé aux uns aux autres en 2019 et également le droit international humanitaire, comme le mec le disait tout à l'heure. Il y a, ma foi, une certaine propension à vouloir à vouloir réfléchir autour des conséquences au lieu de se pencher sur les causes. Je pense que nous sommes en situation de guerre très complexe. Je maintiens la notion de guerre parce que il y a une certaine désétatisation de la notion même de la guerre avec l'irruption des groupes privés qui engagent désormais des conflits ou alors des combats contre les États et qui revendiquent à un moment donné le même statut que les États. Donc, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique et ce genre de situation implique ou alors commande forcément ce genre d'agissement. Donc, moi, je ne suis pas totalement surpris par les images que nous offre depuis 2016 cette crise et des deux côtés, selon crise anglophone. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle... On parle des images qui viennent des deux côtés, c'est-à-dire du côté séparatiste en fait. Comme... En fait, parce que c'est difficile pour les deux camps d'observer vraiment le droit international humanitaire. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous sommes dans une situation de guerre asymétrique et la guerre asymétrique repose sur la furtivité, repose sur... l'usage de la terreur comme moyen de communication, comme moyen également de domination de l'ennemi. Donc, c'est le propre même, en fait, de la guerre asymétrique. Donc, ce qu'on vit, toutes ces images relèvent, en fait, de la quintessence même d'une guerre asymétrique. On parle du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire repose sur trois principes fondamentaux. Le premier principe, c'est celui de la distinction. C'est-à-dire qu'on doit faire forcément engager un distinguo entre les civils et les militaires, un distinguo entre des cibles civiles et des cibles militaires. Et vous voyez que le fond même de la guerre asymétrique est à l'opposé, se situe à l'opposé de ce premier principe du droit international humanitaire. Vous avez le deuxième principe qui est celui de la proportionnalité, c'est-à-dire que des moyens et des méthodes qui doivent être mobilisés par des protagonistes doivent être à côté de l'objectif qui est recherché ou l'avantage militaire qui est recherché. Comme les juristes disent souvent, on ne peut pas utiliser un marteau pour tuer, par exemple. Voilà. Donc, il faut utiliser des moyens appropriés par rapport à l'objectif qui est recherché. Or, vous voyez que le propre des menaces asymétriques, de la guerre asymétrique, c'est aller même au-delà de cet usage disproportionné en fait des méthodes et des moyens. On a vu ce qu'Osama Ben Laden avait utilisé pour bombarder les Américains. On a vu en retour ce que les Américains ont fait à Osama Ben Laden. Donc ça veut dire qu'on est en dehors, le propre même de la guerre asymétrique, c'est évoluer en dehors de ce deuxième principe qui repose sur la proportionnalité. Maintenant, il y a celui de la précaution. Donc c'est-à-dire que les différents belligérants doivent chercher à protéger les civils ou alors ceux qui ne sont pas dans un état d'activité armée
peut-être des blessés, des prisonniers, ceux qui ont été déjà neutralisés. On n'a plus besoin de continuer à les combattre, il faut plutôt les protéger. S'ils sont malades, il faut les amener dans un centre de santé, ainsi de suite. Donc voilà des trois principes du droit international humanitaire qui malheureusement ne cadrent pas avec le propre de la guerre asymétrique. C'est pourquoi je dis, si on lit cette guerre qui oppose aujourd'hui l'État du Cameroun au groupe ambazonien, suivant la logique du droit international humanitaire, on sera à côté de la plaque. Du côté des ambazoniens, on est dans une logique de vouloir rentabiliser des côtés faibles de l'État. On peut donc toucher aux civils, on peut donc toucher aux cibles qui, en fait, ne peuvent pas bénéficier d'une protection réelle. Et du côté de l'État, on est dans une certaine contrainte. Je suis dans les principes. On est dans une certaine contrainte. Je vais vous dire une chose, Serge. Lorsque l'armée camerounaise se retrouve dans une situation de connivence ou de liaison réelle entre les communautés et Boko Haram dans l'extrême nord, où l'armée se rend compte qu'en fait, il faut faire quelque chose pour forcer l'allégeance des populations. Et les populations, à un moment donné, avaient peur de donner l'information parce qu'elles avaient plus peur de Boko Haram que de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait produire la contre-terreur pour que les populations adhèrent en fait. Docteur Etienne Mono, je vous arrête là. Est-ce que ce n'est pas le même problème là-bas? Est-ce que la population n'a pas aussi peur de donner certaines informations aux forces de défense et de sécurité par peur de représailles venant des groupes séparatistes? Par mesure Pourquoi de prudence, ce qui marche, pourquoi ce qui a marché, selon vous, pour Boko Haram, ne marche pas aux autres? Par mesure de prudence, je vais rester dans l'hypothèse. Cette hypothèse est plausible. Donc, c'est-à-dire que c'est là où je voulais même en venir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à la peur que nourrissent les populations, face à la répression des ambazoniens, l'État peut se retrouver sevré de cette population qui doit l'aider à combattre ou à identifier la menace. À ce moment, qu'est-ce que les forces de défense font? C'est de mobiliser la contre-terreur. Et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ce qui a été... La terreur par les images? Voilà. Est-ce que ces images-ci peuvent... Est-ce qu'il y a un message? Il y a un message derrière? Effectivement. Donc, il y a, au-delà de la question du forcing, du renseignement, de l'obtention du renseignement, il peut également s'agir en fait d'une contre-communication face à ce qui est également produit par des ambazoniens. Question d'équilibrer la terreur au sein des différentes opinions de l'armée, opinions ambazoniennes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention avec ce genre de situation. Et je rappelle que au-delà de tout, il faut comprendre que ceux qui sont au front sont d'abord des humains. Que ce soit du côté de l'Ambazonie ou du côté de l'État du Cameroun, de l'armée. Je vais toujours revenir sur le cas de Boko Haram. Est-ce que vous savez à un moment donné que des jeunes soldats se retrouvaient dans une situation d'insomnie totale les nuits à Maroua ou alors dans l'extrême nord. Oui. C'est-à-dire, un soldat se lève à minuit, commence à crier seul, il pleure. Tout simplement parce qu'il a vu des images horribles. Imaginez donc le moral de ce jeune. Voilà. Donc, ils étaient également traumatisés. Et il y a une seule chose qui navigue dans la tête, c'est de régler les comptes. Il faut donc faire extrêmement attention parce qu'on a en face des humains, pas des robots. Ça veut dire que le jour qu'il tombe également sur un pro ou un prétendu ambazonien, immédiatement, le réflexe de règlement de compte arrive. Il faut donc en fait tenir compte de tout cela sans toutefois chercher à exempter l'armée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également des abus, des usages disproportionnés qui relèvent tout simplement des ailes des uns et des autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu un ordre, mais des individus décident de prendre sur eux cet engagement de torturer tout en espérant peut-être apporter un certain avantage à l'armée sur ce terrain qui est très délicat. Voilà, Martin Zan, comme l'indique la thématique, cette guerre qui se poursuit, mais il y a quand même un discours du gouvernement qui dit que la situation est en train d'être maîtrisée. Et comment comprendre donc de telles
que de telles vidéos, de tels agissements Oui. surviennent alors qu'on nous parle d'une situation qui est maîtrisée. Effectivement, La vie morte continue le lundi. Lorsque on prend la situation depuis 2016 jusqu'à 2021, nous comprenons que nous avons suffisamment évolué. Dans quel sens? Dans le sens de la paix. L'État du Cameroun a réussi à dompter, n'est-ce pas, les Ambazoniens. L'État du Cameroun a réussi à faire capituler des hommes religieux qui attisaient et mettaient le feu dans la crise sécessionniste. L'État du Cameroun a réussi à rassurer toutes ces populations. C'est pourquoi l'intensité des frappes ambazoniennes a été réduite à presque 0, ou alors à 1, si c'était gradué de 1 jusqu'à 5. Maintenant, nous sommes à 1. Ce qui peut arriver, la situation que nous avons là pour le cas d'espèce, c'est une situation où nous voulons des informations. Quand je dis nous voulons, je parle pour le compte de l'armée. C'est vrai que je ne suis pas porte-parole de l'armée, mais du côté de l'État, parce que c'est l'armée qui assure la sécurité de l'État. Donc je dis donc que c'est dans ce Mais il y a une instruction du ministre de la Défense, Joseph Betias Somon, depuis juin 2019, effectivement, qui interdit. Comment les portables? Je vous ai posé pourquoi les téléphones Android se retrouvent encore. Il dit exactement ceci. Joseph Betias, en visite, il interdit l'utilisation, proscrit l'usage des téléphones dans toute situation d'engagement opérationnel. oui, c'est le non-respect des consignes par les militaires. Certains militaires peuvent décider, n'est-ce pas, de ne pas respecter ces consignes. Ils peuvent même avoir par devant les personnes des téléphones Android et que les chefs ne soient pas au courant. Que les chefs hiérarchiques de l'armée ne soient pas au courant que ceux-ci ont des téléphones. Et cela peut arriver. Mais, pour revenir à la situation du droit humanitaire, du droit humanitaire international, qui est encore appelé le droit de la guerre, il faut comprendre que les lignes sont fixées pour la sécurité, non seulement des militaires, mais aussi des citoyens, des civils. Mais, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le code. Il y a un code pour, n'est-ce pas, avoir des informations. Par exemple, chez les militaires ont leur code pour avoir des informations. Cela se voit lorsqu'on regarde les films. C'est ça? Lorsqu'on regarde les films, je ne parle pas de torture, M. Serge Alonto. Lorsque nous regardons les films américains, c'est la projection de la réalité. Ils nous montrent comment on fait pour avoir des informations. Et nos soldats sont, n'est-ce pas, formés pour ce genre de situation. Mais ce qui a créé problème aujourd'hui, c'est la vidéo. C'est parce que la scène a été filmée. Cette scène, ça se passe voilà comme ça. Pourquoi je demande, c'est la diffusion qui ça se passe qui dans fait tout problème le pays où ou il y a bien... des crises. C'est pas, le Cameroun n'est pas un cas unique. C'est pour assurer la sécurité des citoyens. Si je veux assurer la sécurité de 30 millions de citoyens, comme c'est le cas au Cameroun, nous n'allons pas laisser un individu mettre à sac la sécurité de l'État. On doit le neutraliser. Sauf que c'est sorti. C'est ça qui fait problème. Ça a été filmé et c'est sorti. Vous savez, vers la fin de la vidéo, il y a un élément qui dit qu'on n'est même pas sûr que ce soit un moment. S'il y a cette déclaration, c'est parce qu'il devrait, n'est-ce pas, pousser l'information un peu plus loin pour se rassurer que le monsieur, celui qu'on a pris, est véritablement en bas. Bon, dans le cas, rien ne nous prouve qu'il n'est pas en bas. Et rien ne prouve pas qu'il est en bas. Qu'il est aussi en bas. Dans le cas d'espèce, s'ils ont filé ce monsieur et qu'ils l'ont appréhendé, ça veut dire qu'il y a des soupçons qui pèsent au moins à 75% que ce monsieur serait... Do you know something? I am dumbfounded when I listen to my co-panelist talk. I don't know if he lives in this country, if he has had encounter with international humanitarian law. I'm just dumbfounded. To begin with, the problem is not the problem whether they filmed it or they send it out. The problem is it was wrong to beat a citizen. That's the starting point. Why should they beat a Cameroonian? That's the starting point. And to you, they could have information by through torture. It is wrong, sir. The military is not above the law. And if the law is to the effect that they should not torture any citizen, they should not do it. What do you talk about presumption of innocence? If every suspect, every accused person is deemed to be innocent until he is proven guilty by a court. You come and sit there and you tell people that to beat a citizen, the only problem is that they send it to public. My brother, it is unheard of. It is bad to think that you stand and tell people that it was normal as a military tactic to get information.
And when you come here and say that in the Northwest that they have reduced the killing to almost zero, I start doubting myself whether you are a Cameroonian and you live in this country. Now you talk about international humanitarian law. There is no, it is what I did even at the level of PhD. There is no provision in that law that permits you to torture anybody. There is no provision in it. C'est normal. And to further the ideas of Dr. Look, international law has its 4 cardinal principles to begin with. That the party should be they should use distinctive signs to differentiate themselves from civilians. I had said before that the Ambazonians have failed to do that. I was clear on that. The second is that you should carry arms openly. You don't come and strike and run and enter the that is not done. The third is that they should be able to link you up to a leader. Who is the leader? Who is, and there's a problem. And the last is that you should not, the civilian should not be a target. And so when I hear people say that the state can use act of terrorism to show of force, my brother, it is nonsense. It is stupidity. You should not even think about it. It means therefore that the state is practicing what they call state terrorism. Because the act of making people afraid is terrorism. And that is one of the fundamental problems we have in this Anglophone crisis that you're trying to ask the difference between this crisis and the Boko Haram. It's because the government, the military, scared the Anglophones, scared the population. The population did not trust the military. And instead for this military to do acts that will rebuild confidence, we keep seeing images like this. And then nobody in his right thinking will ever support what Ambazonia is doing to kill people. But let it be known equally that the military should not act like that, should not even be done. And you see, to think that is because they publish it or that they film it, that's not the point, fact in issue. The issue is, did they supposed to beat a Cameroonian? And the answer is no. We sit and talk because it has happened to somebody else. You sit in Douala and talk because it has happened to people in the Northwest. I am from the Northwest. I am an Anglophone and I feel the pains. And so when you come and sit and say the government has done so much to contain the war and it's almost at zero, you are insulting people. And please don't insult us. Don't rub salt. Don't rub salt on our injuries. The government should desist. The military should desist. It is our military. The military has a duty to protect us. Everybody has his duty in a society. The journalist brings a report and let the government appreciate what is happening. The lawyers defend the interests of the citizens. The army is there to protect the state. And for no reason, should the military engage in torture to get any facts from anybody. And for no reason should Ambazonians think that in killing somebody they are doing something right. Two wrongs cannot make a right. And I think it is time we look eyeballs to eyeballs and sort out this issue than coming to think that the problem has been resolved. It hurts. And it is very bad to think that way. Charles Dicam, je vous vois très pensif. Qu'est-ce qui se passe? Non, pensif. Je m'interroge chaque fois que je suis face à un discours négationniste du style de monsieur Zhang, c'est ça, oui. Ah, il m'aime beaucoup. Non, malheureusement, j'aurais aimé vous aimer. Je sais que la Bible conseille même des fois de donner la joue, la deuxième, après avoir pris une gifle, mais je ne vous la donnerai pas. Cette logique qui consiste à « vous pouvez tout faire pourvu que vous ne vous fassiez pas attraper », c'est le logiciel du parti État RDPC. Je suis désolé qu'on en arrive là, mais c'est le logiciel. C'est de la même manière qu'ils volent comme des souris et que, bon, quelques malheureux se font attraper et que quelques-uns, des fois, parce que le réseau est bon, arrivent à s'en sortir malgré qu'ils aient été attrapés. C'est la même chose. Vous voyez que dans le raisonnement que vous avez entendu tout à l'heure, l'acte en lui-même n'est pas condamné. C'est le fait que ça s'est su. Donc on peut, mais il ne faut pas que ça se sache. Dans le fait de la division. On peut voler, mais il ne faut pas qu'on le sache. Je veux dire, c'est... Et quand j'entends dire que tout va de mieux en mieux, je dis et je répète que le jour où ça ira mieux dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous le saurons. Nous le saurons pourquoi? Parce qu'ici à Bonabéry, nous voyons moins de nos compatriotes déplacés.
Déjà. Parce que ce monsieur et moi pourrons décider à 23h ou à 1h du matin de prendre notre véhicule et de rallier le Nigeria en voiture. Et de pouvoir donc traverser toute cette zone en toute quiétude. Ça le sera quand le ministre de la Défense lui-même pourra aller là-bas sans venir en hélicoptère et avec des gens en armes autour de lui. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des imbéciles. Personne ne prend plaisir à ce que cette guerre perdure. Mais elle est là. Elle est là. Il n'y a toujours aucune solution viable qui ait été trouvée, que je sache. Dire à ces nombreux Camerounais qui sont en train de nous regarder ce soir, qui sont terrés chez eux probablement depuis 17h, parce qu'au-delà, c'est le no man's land, leur dire que tout va bien, parce que nous pouvons sortir d'ici et vaquer à nos occupations comme on veut, et encore que même à Douala, le banditisme règne, mais c'est une insulte non seulement à l'intelligence des Camerounais, mais à leur intégrité. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est qu'on ne situe pas, comment dirais-je, je vais peut-être emprunter le terme du docteur, les belligérants ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les situer sur le même plan. Ou alors vous avez accepté que l'État est dans le caniveau aussi. Sinon, si c'est un État, celui que vous proclamez sur les plateaux de télévision, un État de droit avec tout ce qui va avec, et les institutions et tout le reste, ces images viennent faire quoi? Elles sont dignes de sauvages. Des bavures répétées. Nous ne passons pas 3 mois sans venir sur ces plateaux-là déplorer des bavures. Nous ne passons pas 3 mois. Et je parle de celles qui nous parviennent. Il y en a qui ne nous parviennent pas. Il y en a qui se font sans image. Vous croyez bien que M. Atonfa, qui s'est lavé plus blanc que la lessive, s'il se sent obligé aujourd'hui de pondre ce genre de communiqué, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Non, c'est une occasion de plus pour en appeler à ceux-là qui détiennent les clés de cette crise d'y mettre fin. Nous en avons assez. La déshumanisation, mais on la voit. Il y a quelques semaines, nous pleurions 50 de nos compatriotes. Ça y est, tout le monde a oublié. Quelle est la différence entre la guerre en Sierra Leone ou au Libéria et la nôtre? Qu'est-ce que nous avons de différent de ceux-là qu'à cette époque nous voyions comme des sauvages? Aucune. Nous en sommes arrivés là, à banaliser tout. Ok. Docteur Aristide Mono, quelles peuvent donc être les conséquences d'une telle vidéo sur le Cameroun déjà, et sur la population en elle-même? Est-ce qu'il peut y avoir la radicalisation sur les esprits? L'impact d'une telle vidéo. C'est en fait le paradoxe de la guerre asymétrique avec ses méthodes de terreur, de brutalité ou alors d'horreur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'y investit, forcément, on trace le chemin de la radicalisation de part et d'autre. Du côté de l'armée camerounaise, il y a une certaine radicalisation. Parce qu'on entend dans la vidéo, ils disent que quand ils attrapent un de nos camarades... Effectivement, donc, on suit ça dans la vidéo. J'ai parlé tout à l'heure de règlement de compte. Rien à voir avec un ordre qui aurait été donné par la hiérarchie. Ouais. Et du côté des Ambazoniens, il y a une certaine radicalisation qui va se développer. Maintenant, la population innocente qui est souvent prise comme présumée ambazonien ou présumée pro-gouvernementale, il y a également cette radicalisation et cela n'avantage pas en fait la recherche de la solution ou alors le solutionnement de cette crise. Vous savez, lorsque j'ai regardé cette vidéo du point de vue du droit international humanitaire, j'ai recherché non pas le principe de la distinction, mais celui de la proportionnalité. Est-ce que les méthodes et les moyens qui ont été déployés sur ce jeune Camerounais répondait en fait à l'objectif qui était recherché. Est-ce qu'il fallait arriver jusque-là pour avoir l'information? C'est de ça qu'il s'agit en premier. Et lorsqu'on écoute la fin, on se rend compte que vraiment il y a eu un usage abusif et c'est bien que cela soit reconnu par le ministère de la Défense à travers des enquêtes qui sont désormais ouvertes.
Donc, il y a cet usage disproportionné. Mais la véritable problématique dans cette histoire, c'est celle de la fin de la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure, tant que nous sommes encore dans cette situation, nous aurons à répétition ce genre de cas. On a commencé avec les Ayafor, on a vu au fur et à mesure, comme disait M. Ndjikam, après 3 mois, nous avons ce genre de situation. C'est tout simplement la conséquence d'une certaine cause qui ne veut pas être abordée de manière frontale par ceux qui ont la possibilité de pouvoir mettre un terme à cette ils disent qu'ils ont fait assez déjà de propositions. Oui, des propositions, mais ces propositions sont malheureusement des propositions de façade. Je vais revenir sur des propositions du grand dialogue, même si ces propositions ne répondaient pas en fait à la demande de la partie adverse, donc c'est-à-dire des Ambazoniens. Mais toujours est-il qu'il y avait des propositions qui pouvaient apporter en plus dans le solutionnement de cette crise. Malheureusement, ces propositions n'ont pas été matérialisées. Je vais prendre un cas simple. Il a été dit au terme du grand dialogue que le gouvernement camerounais allait engager une mission pour aller discuter avec les radicaux de la diaspora. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune mission dépêchée par le gouvernement pour aller discuter. Or, on sait bel et bien que le dialogue franc fait partie des solutions, ma foi, les plus pertinentes de la... Mais en façon dire, on ne discute pas avec les séparatistes. Vous avez suivi sur ce plateau. Non, en fait, je pense que ce discours-là, il a prospéré à une certaine époque. Ce discours est en décalage avec ce qui a été dit au terme du grand dialogue. Si le président de la République a dit « j'ai pris acte de ce qui a été fait, nous allons commencer à implémenter en fonction de la disponibilité des moyens », donc ça signifie que même au niveau de la présidente de la République, on reconnaît que le dialogue est une option. Malheureusement, entre le discours, entre les confessions publiques et la matérialité, l'effectivité ou alors la mise en œuvre de ces confessions, s'il y a tout un gap, et c'est là où se situe en fait le hic dans le solutionnement de la crise anglophone. On va épiloguer sur des cas chaque jour, chaque semaine, mais tant qu'on ne met pas un terme à la crise anglophone, nous serions toujours dans une situation de débat non pertinent qui n'apporte absolument rien dans le solutionnement de la crise. Et je pense que la meilleure posture, contrairement à ce que venait de dire M. Zan, c'est comme en politique publique, il faut d'abord reconnaître le problème. Ouais. Si vous définissez mal le problème, si vous niez le problème, tout ce que vous allez produire comme posologie ne va pas en fait apporter un plus dans la résolution de la crise. Il faut déjà commencer par le reconnaître. Et moi, je suis surpris qu'il y ait quand même un fossé entre ce qui est dit à la tête de l'État et ce qui est dit par des éléments subalternes, en fait, qui se prononcent au nom de l'État. Parce que le président de la République, lorsque les gens disent qu'il n'y a pas une communauté anglophone, c'est quoi un anglophone? Or, entre-temps, il y a des politiques publiques ciblées. Alors, au nom de quoi on peut donc engager cette discrimination positive s'il n'existe pas une communauté qu'on appelle la communauté anglophone? Donc, il y a quand même une certaine... On a même parlé d'un statut spécial pour... Il y a tout un statut spécial. Pourquoi cette marginalisation des francophones si on ne reconnaît pas qu'il y a une communauté anglophone? Et je pense que le problème est plus politique. Le problème est plus politique parce qu'à un moment donné, des individus se confondent à l'État. Ok, c'est promis. C'est bon, on va revenir, docteur Sikavou également. Je sais que vous brûlez d'envie parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous reviendrons sur ce pic de violence meurtrière observé dans les régions anglophones. Vous le savez, il y a 3 chefs traditionnels qui ont été assassinés dans le Lébialem et cette vidéo amateur devenue virale, mettant en exergue un homme tabassé, violenté, molesté par des éléments de forces de défense et de sécurité, un acte regretté par l'armée camerounaise qui annonce leur arrestation et des enquêtes disciplinaires, judiciaires et administratives pour comprendre les contours de cette affaire. La réaction également des leaders politiques concernant cette escalade de violence est à suivre
dans le journal de 20 heures est l'ambition d'un parlementaire français de porter la crise anglophone dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la présidence américaine. Nous en parlerons dans le journal de 20 heures. Et un an après le massacre de Ngarbou, les évêques, notamment celui de Kumbo, qui appellent à calmer les ardeurs des populations, à ne pas penser à la vengeance au moment où justice n'a pas encore été faite, et le procès qui continue concernant les principaux mis en cause dans cette affaire. Nous parlerons aussi du retour de Mamadou Mota, premier vice-président du MRC dans le Septentrion, retour triomphal avec une mobilisation populaire, des scènes de liesse, mais également un discours politique très attendu par les populations. Nous évoquerons dans le journal de 20 heures un important projet inscrit dans le plan d'urgence triennal, la route Douala-Bonepoupa-Yabassi, longue de 95 km, mais pas encore achevée depuis près de 3 ans. Pourtant, elle devait être livrée il y a au moins 2 ans. C'est un 3e report qui s'annonce. Pourquoi autant de retard? Un grand reportage à suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, justement, après le journal, ce sera deuxième partie Equinox Soir, c'est-à-dire le débrief du journal. Tour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Martin Zan, Charles Ndjikam, Dr Aristide Mono et Baristan Kamoualimène. Baristan Kamoualimène, comment comprendre que pour une cause que les enfants s'entretuent. Comment comprendre ce revirement-là? Honestly, Serge, it's a question all of us will ask, because when you see situations that Anglophones tend to kill Anglophones, you start wondering whether the solution was in the hands of other Anglophones. And at the end of the day, you ask to know what they gain in doing that. You see, the purpose for which Anglophones came together to reivindicate their right, to me, has been beaten by the fact that some individuals have decided to take arms against other Anglophones. Like when I watch on the TV about the killing of the 3 chiefs, I start asking myself questions. What role were they playing? Were they the persons who were the obstacles for Anglophone, for a better Anglophone region? And Alan, it is sad. It is very sad that we kill our own chiefs for what purpose I cannot say. It's an act of weakness. It's an act of frustration when you go to kill civilians and kill the chiefs, and you think that you are reivindicate the rights of Anglophones. Is a failure. You know a question I've been asking myself, a question in international law, which is the extension of jurisdiction. You know, these people perpetrating, I heard from the report that there is a Chris Anu who is out of the country, who might have instigated that, is reporting from what you people said. If it's true, the Cameroon government can do what they call extension of jurisdiction. Those Cameroonians who are out there, who are causing this problem, can be tried. And if they are found guilty, they should be held responsible, because it is not proper that we should kill each other. It is not done. Charles Ndjikam, encore des chefs traditionnels qui payent le prix dans cette crise anglophone. Parce que on était déjà, je crois, 5 ou 6 qui sont partis, mais cette fois-ci, c'est sur la place publique, des exécutions. Oui, on ne peut en aucun cas justifier l'horreur, en aucun cas. Nous parlions dans la première partie déjà de cette crise. L'un d'entre nous nous disait que les choses allaient mieux. Mais écoutez, ça n'a pas pris longtemps pour qu'on se rende compte qu'elles ne vont pas mieux. L'élite anglophone à Yaoundé demande à manifester sur l'esplanade à Yaoundé. Je pense qu'il aurait dû aller manifester sur l'esplanade, la place centrale, là où ses chefs sont décédés. Non, qu'on arrête ces plaisanteries-là. Ça va très mal, ça va de mal en pire. C'est également symptomatique d'une société qui ne reconnaît plus à certains le pouvoir qu'ils avaient avant, qui ne reconnaît plus, notamment aux chefs traditionnels, leur légitimité pourtant millénaire.
qu'est-ce qui se passe? Sans vouloir apporter comment dirais-je, je dis bien de justificatif, on essaie juste d'élaborer comment dirais-je, des pistes qui peuvent permettre de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Les chefs traditionnels sont devenus des politiciens. De ce fait, ils sont devenus des cibles. J'ai écouté avec beaucoup d'attention sur votre même antenne hier soir un leader politique qui était en train de dire que quand ils se retrouveront avec leur sujet lors de débats au sein de ces conseils régionaux, mais c'est plus aux chefs que je vais m'adresser à ceux conseillers comme moi, qui ont le même titre que moi. Voilà, donc ce mélange des genres produit ce que nous voyons là, et que nous devons tous condamner. Ce mélange des genres produit ce que nous voyons là. Alors, quel est le but de ceux qui ont fait ça? Est-ce que c'est toujours pour choquer? Est-ce que c'est pour décourager ces chefs-là? Enfin, moi, je ne veux même pas en connaître le but, parce qu'il n'y a aucune raison valable pour attenter à la vie de son frère, de son concitoyen. Une raison de plus encore pour appeler les négationnistes à admettre que le problème de la crise anglophone n'est toujours pas solutionné et que nous irons d'horreur en horreur tant que ceux-là qui ont la charge de régler ce problème n'y auront pas fait face, n'auront pas admis qu'il existe, n'auront pas admis qu'en face, il faudra qu'un jour ils s'asseyent avec leurs enfants ou avec leurs frères. C'est par là que nous passerons irrémédiablement. Je rappelle, comme je le fais chaque fois que l'occasion m'en est donnée, qu'il y a des Camerounais qui sont en ce moment emprisonnés pour avoir demandé que cette paix vienne et qu'on agisse, que l'État du Cameroun agisse. Il y en a qui sont en prison pour cela aujourd'hui, notamment des militants de mon parti, le MRC. Voilà, docteur Richard Mono, des chefs qui sont conduits à la place du marché, déjà, on exécute des chefs, parce que tous ceux qui sont morts, les chefs qui sont morts, je crois qu'il y a un dans le nord-ouest, la plupart des chefs qui sont morts du fait de cette crise viennent de la région du sud-ouest. Voilà 3 autres, toujours dans le sud-ouest. Mais ceux-ci sont conduits à la place du marché. Est-ce qu'il y a un message fort qu'on a voulu passer? Qu'on exécute un chef sur la place du marché en plus. Et quand on sait ce que le marché représente pour nous autres partout. Sous réserve de l'authentification des véritables auteurs oui. de cet acte, je dirais que c'est la stratégie qui est utilisée par des terroristes, à savoir des exécutions punitives exemplaires qui devraient normalement diffuser la terreur au sein des communautés. Il y a eu des localités dans l'extrême nord où les chefs ont été appelés la nuit, les populations ont été rassemblées et Boko Haram les a exécutés en présence de la population très tard dans la nuit. Il y a eu... On a appelé les chefs, vous voulez dire? Oui, ils appellent des chefs, donc c'est-à-dire oui. qu'ils extirpent les chefs de leur case, de leur chefferie. Ils réveillent les populations pour venir assister à l'exécution du chef pour dire à la population qu'en fait, c'est lui qui sera de connivence avec l'ennemi qui était en fait l'État dans cette situation. Alors, il passera par la même exécution. Donc, nous sommes dans une logique de communication, de diffusion de la terreur. Et l'élément central, l'objectif qui est recherché par les auteurs, c'est tout simplement la domination de la population. Parce que la guerre asymétrique, c'est généralement la guerre qui est au sein de la population, qui se mène avec les populations et qui tient la population, contrôle en fait l'issue de la guerre. Et on est donc dans ce combat, je l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas mettre un terme à la crise, à la guerre dans le Nozo si on n'a pas la population avec nous. Vous avez vu, on a tenté de faire le copier-coller des comités de vigilance qu'on a observé dans l'extrême nord, dans le Nozo. Ça ne tient pas parce que on n'arrive pas à détacher les populations de la cause qui est portée par les Amazoniens. On peut ne pas être d'accord avec la stratégie, avec des moyens qui sont mobilisés qui sont mobilisés par des sécessionnistes, mais toujours est-il que le problème qui est porté, celui de la marginalisation des anglophones, est partagé. Que ça soit légitime ou illégitime, que ça soit pertinent ou impertinent, il faut qu'on admette que la cause fondamentale, le ciment
Oui. Le ciment idéologique de l'Amazonie est partagé. Même ceux qui sont au sein du gouvernement sont d'accord à un moment donné qu'il y a un problème de marginalisation. On a vu des autorités et élites du NOZO se concrétiser sur la question. Donc, c'est-à-dire que dans leur subconscient, il y a cet élément qui réside, qui loge, qui est celui de la marginalisation des anglophones. Oui. Et là, maintenant, on n'est pas d'accord sur la méthode. Certains estiment qu'il faut prendre des armes. Certains estiment qu'il faut le fédéralisme. D'autres estiment qu'il faut rester dans l'État unitaire. Alors, il faut chercher, pour ce qui est de l'État du Cameroun, qui doit gagner impérativement cette guerre, c'est d'avoir l'adhésion des populations. Parce que de l'autre côté, il y a également cette politique. Et il y a deux façons de gagner l'adhésion des populations. On peut utiliser une démarche hard, c'est-à-dire qu'on utilise la force, la brutalité pour obtenir les adhésions. On peut également utiliser la démarche soft, c'est-à-dire qu'on passe maintenant par le discours, par la séduction. Et là maintenant, je pense que la démarche hard qui a été utilisée s'avère inopérante. Donc, c'est-à-dire qu'on force la population anglophone à coopérer, ça ne tient pas. Déjà, cette population n'a pas de garantie que l'État pourra la protéger au cas où elle se décide de tourner le dos de manière officielle, publique, ostentatoire aux Amazoniens. Et deuxième chose, ils ne sont pas rassurés que ce qui constitue le fond même de la crise anglophone pourra être résolu par l'État. Donc on est dans une bataille de la conquête de la population et on sait bel et bien que les chefs traditionnels constitue ce leader communautaire. Donc, c'est-à-dire qui tient les chefs traditionnels, tient les communautés. Il faut maintenant donc commencer à conquérir les chefs traditionnels. Et il y a deux façons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la façon par la force, c'est-à-dire qu'il faut les brutaliser pour obtenir de force les adhésions, ou alors on utilise la séduction. Je pense que les stratèges et les stratégistes qu'on a mis sur la crise anglophone sont, ma foi, inappropriés. Donc, ce casting a été inapproprié. Il fallait des sécuritaires. Parce que les sécuritaires, comme je le disais tout à l'heure, tiennent compte de tous les paramètres, y compris des paramètres anthropologiques. C'est pourquoi, ailleurs, vous avez des anthropologues de la guerre. C'est-à-dire, avant de déployer l'armée, il faut déjà étudier la crise du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, du point de vue économique, du point de vue politique, et voir donc comment est-ce qu'on peut gérer. Et la meilleure guerre, et la guerre la moins coûteuse, comme le disait le grand polémologue Sun Tzu, il disait la guerre la moins coûteuse, c'est celle qu'on gagne sans avoir combattu. Et on pouvait bien gagner la crise anglo. La guerre contre les Amazoniens sans combattre, on peut toujours en limitant les combats. Mais malheureusement, on a pensé qu'on peut gérer cette situation comme celle de Boko Haram, mais on oublie que pour Boko Haram, c'était déjà une menace externe exportée avec une certaine localisation, c'est-à-dire que l'élément global et local s'était fusionné, sans oublier également que Boko Haram a porté un projet qui était à un moment donné illusoire, donc c'est-à-dire un État islamiste, dont c'était Crow River. Si Boko Haram avait utilisé la stratégie de la rébellion locale, je suis convaincu qu'on serait également dans cette forme de situation. Donc on ne peut pas facilement prendre ce qui a été fait dans la lutte contre Boko Haram, faire le copier-coller et mettre ça dans le cadre de la crise anglophone. Avec Boko Haram, on pouvait pousser l'ennemi au Nigeria, mais vous allez pousser les Amazoniens où? Vous allez pousser, parce qu'il y a des Amazoniens actifs, il y a des Amazoniens passifs. Il y a ceux qui sont là et nous sommes dans une guerre asymétrique. L'ennemi est partout, mais on ne le trouve nulle part. Alors comment est-ce qu'on fait? Il faut conquérir les cœurs des populations. Et c'est là où l'État devrait normalement axer son action depuis 2016. C'est-à-dire avoir la population avec elle. Une fois que la population a adhéré, vous avez vu les victoires du Cameroun sur Boko Haram commencent au moment où on essaye de délier les connivences locales entre les chefs traditionnels et Boko Haram, les imams et Boko Haram et les communautés avec et Boko Haram. C'est pour cela qu'une action avait été engagée pour contenter les populations avec des politiques de développement, ainsi de suite, même si après il y a eu un relâchement parce qu'il y a toujours un fossé entre ce que nos autorités disent et ce qui est fait sur le terrain. Mais toujours est-il que cela a permis
d'avoir la coopération. Et si les populations ne s'engageaient pas dans la guerre contre Boko Haram, on ne gagnait pas Boko Haram, ou alors on ne réduisait pas les capacités de Boko Haram. C'est la même chose avec la crise dans nos eaux. Tant que l'État du Cameroun n'arrive pas à contenter la population, et la population a ce préalable, il est partagé. Okay. Enlevons l'hypocrisie des ministres et autres. Parce que je suis convaincu qu'en offre, ils sont d'accord avec ce qui est posé comme problème par des ambazoniens. Seulement, ils ne partagent pas la méthode. Ok. Voilà, Martinsan, Paul Tasson, élite originaire du département du Libyalem, invite les populations à Yaoundé à manifester contre ces exactions perpétrées par on ne sait pas qui. Voilà. Mais il y a des chefs qui ont été exécutés sur la place du marché. Quel impact une manifestation à Yaoundé peut avoir sur des éléments, des faits qui se sont produits dans le Libyalem? Oui, j'aimerais d'abord dire à mon co-panéliste, M. Mono, que dans son discours, il a semblé livrer une tactique pour Boko Haram. Il faut faire très attention lorsque vous prenez la parole, parce que là-dedans, vous avez indiqué quelque chose de très grave. Je crois que vous prendrez ça sur vous. Laquelle? Alors, revenons donc à... Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Il a donné une stratégie. Laquelle? Que Boko Haram aurait dû utiliser, et là, ça allait déstabiliser notre pays. Il ne fallait pas parler de ça. Non, il parle en histoire. Il parle en histoire. Mais sauf que la stratégie a été livrée. Non. Bon, pour revenir à ce qui nous concerne, la première chose est celle, la marche qui sera organisée à l'esplanade du musée national. Oui, à Yaoundé. Est-ce qu'elle portera ses fruits? Est-ce qu'il y aura vraiment un écho retentissant? Il va falloir déjà qu'avant de faire la marche, qu'ils obtiennent une autorisation. C'est ce que la loi... Paul Tasson, on peut lui interdire ça? On peut lui refuser ça? Il revient à l'autorité administrative compétente de lui refuser cela ou alors de lui accorder cela. Il faut d'abord qu'il adresse une demande. Dès qu'il adresse la demande, on va... Oui, le sous-préfet est compétent pour ça. C'est le sous-préfet. Et dans le meilleur cas, il peut voir le préfet pour obtenir l'autorisation. Bon, est-ce que ça aura un écho retentissant? Wait and see. Il faudrait d'abord que la marche soit mise sur pied avant de voir quel est, n'est-ce pas, l'impact. Alors, pour revenir donc à cette guerre fratricide, où ceux qui se disent anglophones... Vous admettez maintenant qu'il y a une guerre? Pour ceux qui se disent anglophones, qui tuent encore les chefs anglophones. Voilà. Comment comprendre ça? Vous avez bien dit. Comment comprendre cette guerre fratricide? C'est intolérable. On ne peut pas accepter cela. Le chef de l'État l'a toujours dit dans tous ses discours qu'il garantit la paix et la sécurité à tous les citoyens. Lorsque un soi-disant séparatiste, Phil Marshall, se met dans une posture de terroriste, se met à attraper les chefs, 4 chefs au total qui sont exécutés sur la place du marché, le RDPC et le chef de l'État ne sauraient tolérer. La population camerounaise ne peut pas accepter. Nous condamnons ces actes de barbarie. Nous n'allons pas accepter cela. Cela doit, n'est-ce pas, être recalibré par les forces de sécurité camerounaises. C'est pourquoi on ne peut pas refuser qu'il y ait manifestation mercredi. Il revient, comme je disais, c'est à l'appréciation de l'autorité administrative. Il va falloir que... Il n'y aura pas de risque de trouble à l'ordre public? L'autorité administrative devrait nous dire. Vous savez, M. Serge-Alain Autou, il y a une enquête qui sera ouverte. Si, n'est-ce pas, le ministre Paul Tasson fait une demande, on va ouvrir une enquête. On va, n'est-ce pas, délimiter le lieu de la marche. On va donner... C'est pas une marche, c'est un regroupement. Oui, oui. Voilà, il faut une manifestation à l'esplanade du musée national. Effectivement, et il doit donner des garanties à l'autorité administrative comme quoi il n'y aura pas de débordement. Et s'il veut, n'est-ce pas, la protection de la police ou l'armée ou quoi que ce soit, il fait aussi la demande et on lui accorde cela. C'est aussi ça l'état de droit au Cameroun. On accorde, il y a tous les droits. Nous avons une nomenclature en termes de liberté publique. Donc, toutes les lois sont mises et il revient, n'est-ce pas, aux citoyens camerounais
d'en faire une demande et on lui accorde, n'est-ce pas, cette autorisation pour une quelconque marche. Barrister, what do you have to say? Ending the program. Well, I just want to appeal to the authorities that we should that they should take the right decisions to see that the Anglophone crisis that has been persisting for almost getting to 5 years soon be resolved, and equally to appeal to the Ambazonians to know that they can resolve our issues, the Anglophone problems, without recourse to killing, without killing other Anglophones. And honestly, I want to call on the administration of the military to educate the military, who I believe some of them are doing a very good job. Nobody disputes the fact, but that they should respect human rights and international humanitarian law, and maybe we'll have a better country. Charles Dicam, pour vous, ce qui s'est passé, vous avez dit tous les 3 mois, c'est pas un peu exagéré là? Bah, écoutez, si c'est pas ça, c'est pas loin. Toujours est-il que ça existe, que c'est récurrent, que nous nous retrouverons malheureusement encore en train de commenter ce genre d'horreur parce que ce qui doit être fait n'est pas fait. Vraiment, je ne doute pas, comment dirais-je, de la peine qu'éprouve le ministre Tasson, mais je voudrais lui dire que si vraiment c'est des populations qu'il s'agit, je ne pense pas que ce soit au départ de Yaoundé ou depuis Yaoundé que sa compassion sera la mieux marquée. Qu'il voit avec le ministre Betty Assomo, qu'on lui donne quelques chars et puis qu'il aille sur la place du marché là-bas pour essayer de parler aux populations là-bas. Parce que celles de Yaoundé, je ne vois déjà pas lesquelles viendront, sauf si ce sont des camarades militants du parti. Mais je ne pense pas que les déplacés de Yaoundé, au lieu d'aller chercher leur pitance ce jour-là, viendront pour assister à un discours de quelqu'un qui ne quitte pas Yaoundé et puis qui pense pouvoir leur parler des problèmes qu'eux y vivent. Merci Jean Nicam. Il est là, pas Cédric, oh là là, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre, 100% foot revient. Bonsoir Serge Alain, ravi de retrouver le plateau de 100% foot après 3 semaines pleines de CHAN avec cette équipe des Lions à Prime qui a terminé 4e du tournoi. Mais bon, cela relève désormais du passé, mais de ce championnat d'Afrique des Nations, Paul Biya a parlé le 10 février dernier. Paul Biya s'est félicité de la bonne organisation de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations par le Cameroun. Il a félicité la jeunesse qui s'est impliquée dans l'organisation de cet événement sportif. Mais l'appel de Paul Biya aux différents acteurs de football camerounais a ramené la sérénité dans leur organisation. Paul Biya sera-t-il écouté? Vraisemblablement pas, puisque demain, mardi 16 février 2021, les différentes factions en crise à la Fédération camerounaise de football convoquent chacune une réunion pour la faction dirigée par Albert Bida, désigné président du CPG, comité provisoire de gestion de la Fédération camerounaise de football. Il est question de tout mettre en œuvre pour que Seydou Mbombo Dia libère le plancher. Seydou Mbombo Dia l'entend par les 7 oreilles. Le président par intérim de la Fédération camerounaise de football et son équipe convoquent quant à eux les présidents des clubs à une réunion toujours demain. Une réunion dite de lancement, de préparation de lancement de la prochaine saison sportive. Donc, avec ces cloches dissonantes, il est clair que Paul Biya, en tout cas pas demain, ne sera pas du tout écouté par les belligérants. Dans la Fédération camerounaise de football, nous parlerons de cette compétition, la CAN des moins de 20 ans avec les Camerounais qui ont bien démarré la compétition en s'imposant 1-0 sur la Mauritanie. Voilà, ce sera tout à l'heure avec Sylvestre Hippolyte Zangao, 100% football, de retour. Martin Zan, en 30 secondes, rapidement. Oui, très belle émission, sauf que je retiens et je réitère ma position et celle du RDPC, son chef et le chef de l'État, qui n'est pas le chef, c'est pas le parti État, mais c'est le chef de l'État. Nous condamnons, n'est-ce pas, les exactions commises par Phil Marshall, à savoir tuer les 4 chefs traditionnels. Cela n'est pas, ça ne relève pas d'une bonne éducation. C'est pas un acte civique. C'est pas ce que le chef de l'État attend des Camerounais, de la jeunesse. Il a fait une adresse à la nation il y a, je crois, 4 jours. Il a demandé aux jeunes, n'est-ce pas, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir faire quelque chose de bien. Comment comprendre que Phil Marshall se mette, n'est-ce pas, à exécuter les chefs? Cet acte-là doit être condamné et il est condamné et condamnable. Le RDPC ne va jamais accepter cela et l'État du Cameroun restera debout, quel que soit ce qui pourra, n'est-ce pas, advenir. Voilà. Aristide Mono.
Je reste campé sur ma position de 2016. J'ai toujours proposé une voie de sortie qui porte sur deux niveaux de dialogue. Le premier dialogue intra-anglophone qui nous permettra d'avoir des anglophones, des élites, des têtes, l'élite anglophone qui va se prononcer d'abord sur les sujets ou alors des revendications profondes et qui peuvent également être prises en compte concernant la communauté anglophone. Deuxièmement, désigner des représentants pour le grand dialogue national. Et c'est là où se situe dans le deuxième niveau du dialogue. Et pendant ce dialogue, nous allons discuter non pas des choses que l'État peut résoudre en rapport avec certaines revendications qui seront posées par la All Anglophone Conference, mais plutôt pour parler des choses qui ne peuvent pas être résolues. Par exemple, la forme de l'État. Et là, on discute. Parce qu'il faut dire que la question de la forme de l'État, ça ne relève pas en fait d'un romantisme. Nous sommes à la recherche de la meilleure forme de l'État qui permette à ce que nous ayons un management différent de celui qu'on a connu sous l'État unitaire. Donc, si on pose le fédéralisme, si on pose la sécession, c'est parce qu'on estime que l'autre forme de l'État n'a pas pu garantir, n'a pas pu contenter les uns et les autres. Je vous remercie pour cette invitation. Demain, nous allons poursuivre avec la présentation des résultats des enquêtes que nous avons menées sur l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid, cet impact sur les libertés publiques. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons prolongé notre séjour pour présenter à la presse les résultats de ces enquêtes, pour montrer d'une part que la liberté d'accès à l'information a été, ma foi, entravée de manière considérable, montrer également que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid ont été instrumentalisées pour bâillonner davantage les libertés politique et aussi la liberté de religion qui a pris un coup avec les restrictions en termes d'accès des fidèles dans des lieux de culte. Voilà. Donc demain, voilà. Merci docteur Aristide Monod d'être resté, on va le dire comme ça, parce que vous êtes là depuis vous avez à droit de réponse. Merci Charles. Merci Serge Alain Autou. Merci beaucoup. Je prendrai à mon compte une partie de ce que j'ai encore entendu sur une émission hier soir, et je prendrai également ce que vient de dire le docteur, à savoir qu'il y a des ambazoniens actifs et des ambazoniens inactifs. Voilà. Et tant qu'on restera sur ceux-là, qu'on cite là, les Phil Marchard des compagnies, qu'on oubliera ceux qui sont inactifs, toute mesure sera inopérante. Il est grand temps, et je pense qu'on a pris des mots qu'on a jetés en pâture, fédéralisme, etc. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une économie de guerre qui profite à quelques-uns, et au détriment du plus grand nombre. Il faudra qu'à un moment donné, celui-là qui n'arrive même pas à se faire écouter des footballeurs finisse par trouver le bon ton et la bonne personne pour parler au Cameroun. Voilà, merci Martin Zan, merci Barista Nkama, thank you. Thank you so much. I want to greet the population of Northwest and Southwest and to tell them that they are special people and I love them. Ok, merci. Madame, Monsieur, c'est terminé pour ce premier numéro de la semaine, et qu'il en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bacon.